Shalom à toutes et à tous. On est dans une conférence proposée par Midreshet Yehuda Manitou. Et je laisse la parole à Brigitte. Brigitte pour dire un mot, pour présenter l'orateur et la soirée. Oui, merci Johan. J'aimerais bien qu'on calme le petit bébé là, qui est en train de pleurer. Bonsoir. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Michel Gurfinkel. Ce n'est pas la première fois qu'il nous parle. Il nous avait fait une conférence vraiment très intéressante sur les Juifs des États-Unis. Donc, Michel Gurfinkel, c'est quelqu'un de connu, hein, c'est surtout un géopoliticien. Il dirige un institut de géopolitique qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. C'est un journaliste, c'est un écrivain, il est rédacteur en chef de Valeurs Actuelles et puis d'autres journaux. Il écrit aussi dans le Wall Street Journal, dans plein de journaux, je ne vais pas vous les citer. Il a écrit aussi des livres. Et c'est à cause d'un livre qui s'appelle Le roman d'Odessa qu'on l'a fait venir ce soir. Il a écrit d'autres livres aussi, notamment un livre qui s'appelle Le retour de la Russie. Je vous dis, il s'intéresse à la géopolitique. Que vous sachiez aussi, il est très spécialiste au niveau géopolitique de notre région, de la région du Proche-Orient. Il est un juif engagé aussi, il est au consistoire central, au consistoire de Paris. Et à ce titre, je dois dire qu'il sait parfaitement dire ce qu'il pense. J'ai notamment vu une lettre ouverte au grand rabbin de France où il défend finalement le droit des Juifs de France d'être sionistes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un personnage qui sait défendre ses idées. À vous, Michel Gurfinkel. Merci beaucoup, Brigitte, de cette présentation très élogieuse qui me touche beaucoup. J'ai en effet écrit il y a, on va dire, une vingtaine d'années, un livre sur Odessa. Odessa est une ville ukrainienne sur la mer Noire, un grand port. Ce fut longtemps, au 19e siècle et au 20e siècle, un grand port russe puis soviétique. Et c'est aussi une ville qui a eu une très grande importance dans l'histoire du peuple juif. On peut dire que d'une certaine manière, Israël est né à Odessa. Israël est né à Odessa de beaucoup de manières différentes et concurrentes. Vous savez que longtemps avant Herzl, il y a eu un premier théoricien du sionisme qui s'appelait Pinsker, Léo Pinsker. C'était un médecin de haut rang de l'armée russe qui avait compris que l'antisémitisme russe, l'antisémitisme de l'Empire russe, rendait absolument impossible l'intégration des Juifs. Lui-même avait été pendant très longtemps un Juif assimilé, un Juif partisan de l'intégration des Juifs de l'Empire russe à la nation russe. Il avait compris à un certain moment que c'était une chimère et cet essai qu'il publie au moment des premiers grands pogroms russes, Auto-émancipation, c'est le premier manifeste du sionisme près de 20 ans avant l'État juif de Théodore Herzl. Mais Odessa, c'est aussi la ville de Jabotinsky. Jabotinsky, pour les Israéliens ou pour les sionistes à travers le monde, est le grand militant sioniste que l'on sait. Mais pour les Juifs russes et pour les Russes en général, c'est un très grand écrivain russe, un des plus grands écrivains russes, et beaucoup de Russes ont d'ailleurs, d'une certaine manière, regretté que Jabotinsky devienne sioniste. Il disait que si Jabotinsky était resté simplement un écrivain russe, il aurait été l'un des plus grands écrivains russes de tous les temps. Comme vous savez, Jabotinsky a choisi entre sa carrière d'écrivain, son destin d'écrivain, et un autre destin, son destin de serviteur du peuple juif, et il a consacré, à partir du début des années 1900,
il a consacré sa vie à la cause du sionisme et à la cause du peuple juif. Et on pourrait continuer un petit peu à l'infini, mais je voudrais aussi indiquer que la ville de Tel Aviv a été, d'une certaine manière, fondée à Odessa, puisque ce sont des Juifs d'Odessa qui décident de créer une société en vue de créer une ville exclusivement juive en Palestine. Cela se passe dans les années 1900, la première décennie du XXe siècle. Cela se passe juste après la création de l'organisation sioniste par Théodore Herzl. Cela se passe avant la guerre de 1914. Cela se passe à un moment où la terre d'Israël est encore une possession ottomane. Et cette ville entièrement juive imaginée à Odessa, c'est évidemment Tel Aviv. Tel Aviv est en fait né en tant que projet à Odessa. Et j'ajouterais que Tel Aviv, en tant que ville, doit beaucoup à Odessa parce que les Juifs d'Odessa qui décident de créer une société immobilière pour qu'une ville juive se développe à proximité de Jaffa, sur la côte de la Palestine, ces Juifs-là, comme ils vivent à Odessa, et comme ils considèrent qu'Odessa est la plus belle ville du monde, ils vont en quelque sorte transférer la réalité d'Odessa à Tel Aviv. D'une certaine manière, le plan de Tel Aviv sera une réplique du plan d'Odessa. Donc, cette ville joue un rôle extrêmement important dans l'histoire du judaïsme et on peut dire que, d'une autre manière, l'Ukraine tout entière joue un rôle très important dans l'histoire du judaïsme. Il y a eu un moment dans l'histoire juive où, sur le territoire de l'Ukraine actuelle, a vécu la plus grande communauté juive du monde. Cette période, c'est la période qui va à peu près du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Que nous regardions l'histoire religieuse du peuple juif en Europe de l'Est ou l'histoire laïque du peuple juif en Europe de l'Est, en fait, tout se passe dans une large mesure sur le territoire de l'Ukraine. Je mentionnais il y a quelques instants la naissance du sionisme, mais on pourrait dire aussi que la naissance de la littérature juive moderne, hébraïque moderne, avec Bialik, se situe également en Ukraine, que le chassidisme, à une époque un peu antérieure, en fait, s'est développé très largement au départ en Ukraine. Il est né en Ukraine, s'est développé en Ukraine. Donc, je crois que pour cet ensemble de raisons, et puisque l'actualité met l'Ukraine en première ligne, je pense qu'il serait effectivement intéressant de revenir sur à la fois l'histoire de ce pays, l'histoire des Juifs dans ce pays, et aussi l'histoire de cette ville totalement mythique, Odessa, qui est au cœur de ce pays. Nous allons faire, si vous voulez bien, au départ, un petit peu de géographie. Alors, vous avez vu probablement à la télévision, sur votre écran d'ordinateur ou dans vos journaux, des cartes de l'Ukraine aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est un pays très vaste. La superficie de l'Ukraine est supérieure à celle de la France. C'est environ 600 000 km². C'est plus élevé que la superficie de la France. Nous voyons un pays qui se trouve entre la Russie, la Biélorussie, la Pologne, la Moldavie, la Roumanie et la mer Noire, la fameuse mer Noire, cette espèce de lac marin
qui sépare l'Europe de l'Asie mineure, qui sépare ou qui réunit d'ailleurs les mers comme les déserts parfois sont à la fois des barrières et des ponts. Ce sont des moyens de séparer les gens, mais aussi des moyens de les rapprocher. Mais je vous suggère de regarder autrement la carte de l'Ukraine. Nous allons en quelque sorte nous élever au-dessus de l'Europe de l'Est. Nous allons monter dans le ciel comme un avion, comme un oiseau, et nous allons replacer l'Ukraine dans l'ensemble de l'Eurasie, c'est-à-dire dans ce supercontinent qui réunit à la fois le promontoire européen et la masse immense du continent asiatique. Et quand on élève en quelque sorte le regard de cette façon-là, on s'aperçoit que l'Ukraine, c'est l'extrémité d'une plaine extraordinaire qui traverse l'Eurasie ou une partie de l'Eurasie comme une sorte de balafre oblique. Elle part, disons, quelque part au milieu de la Russie actuelle. Elle se poursuit à travers l'Ukraine et elle va se prolonger au-delà de l'Ukraine un petit peu jusque vers la Pologne. Et cette plaine, c'est essentiellement une terre extraordinairement riche. Je ne vais pas entrer dans les détails, pourquoi, par quel miracle de la géologie, une terre d'une telle richesse se développe. Cette terre est essentiellement connue sous le nom de la terre noire, le Tchernosium. Cette terre noire, extraordinairement fertile, longtemps a produit des quantités considérables de céréales, des quantités considérables de blé, tellement considérables que les habitants qui faisaient pousser ces céréales, ce blé, pouvaient en exporter une partie vers des pays qui en avaient besoin. Donc, l'Ukraine, c'est d'abord cette pointe occidentale du monde des terres noires qui se prolonge à travers la Russie jusqu'au cœur de l'Eurasie. On peut dire que tout le nord de l'Ukraine actuelle, c'est le pays des terres noires. Plus au sud, l'Ukraine est un pays de steppes, c'est-à-dire de grandes étendues herbacées où l'élevage devient la richesse principale. Il y aura toujours dans l'histoire de l'Ukraine une sorte de complémentarité entre les terres de céréales, les terres d'agriculture, les terres noires et riches, et puis d'autres terres, les terres à grandes herbes, les terres à pâturage, les terres à élevage et nomadisme. C'est en gros le sud et l'est de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est aussi un pays très intéressant sur un autre plan. L'Ukraine est traversée par des fleuves géants, des fleuves considérables. Il y a le Dniestre, il y a le Dniepr, il y a le Don. Un peu plus loin, aux frontières de l'Ukraine, peut-être au-delà même du territoire ukrainien, il y a la Volga. Ces fleuves absolument immenses, comme la mer Noire, peuvent être à certains moments des barrières, des frontières, mais à d'autres moments, ce sont des moyens de communication. Et en réalité, il va y avoir, par le biais du nomadisme, par le biais des échanges commerciaux suscités par les terres céréalières, ou par le biais de ces grands fleuves propices à la navigation,
il va y avoir un extraordinaire brassage de peuples et de civilisations en Ukraine depuis des époques extrêmement anciennes. On pourrait faire une liste extrêmement complète et complexe des peuples qui se sont succédés en Ukraine depuis, on va dire, le 3e millénaire avant l'ère chrétienne. Vous voyez, on remonte assez loin dans le passé. Souvent, ces peuples sont très différents les uns des autres, mais en même temps, ils ont une civilisation qui est à peu près la même. Donc, il y a les paysans qui travaillent cette terre infiniment riche, il y a les nomades qui se promènent avec leurs troupeaux, parfois les nomades pillent les paysans, parfois les paysans créent des États et soumettent les nomades. À une époque plus récente, nous avons l'Ukraine des paysans et en face, l'Ukraine des Cosaques. Les Cosaques, c'est la forme modernisée des nomades éleveurs de grands troupeaux. Dans l'époque qui marque la fin de l'Antiquité, on va dire le millénaire qui précède l'ère chrétienne, et même le demi-millénaire qui se situe entre l'éclosion de la civilisation grecque et le début de l'ère chrétienne, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine va vivre en symbiose avec le monde hellénique, avec le monde hellénique ou hellénistique. Les Grecs, c'est un peuple prolifique, c'est un peuple dont la civilisation se développe rapidement, et c'est un peuple qui a besoin de blé, qui n'a pas assez de blé chez lui. Il n'a pas assez de blé, il n'a pas assez de bois, il lui manque des tas de choses que l'Ukraine, qu'on n'appelle pas encore l'Ukraine à l'époque évidemment, que les terres qu'on appelle aujourd'hui Ukraine peuvent lui fournir. Et donc, il faut comprendre que le blé que mangent les Athéniens de la grande époque, le blé que mange Socrate, le blé que mange Platon, que mange Aristote, le blé que mangent les soldats grecs qui vont repousser les Perses, le blé que mangera Alexandre avant de conquérir l'Empire perse, c'est un blé qui vient de l'Ukraine actuelle. Et la côte de la mer Noire, qui est le trait d'union entre le monde grec et le monde ukrainien, sera pratiquement une colonie grecque, puis romaine, jusqu'au début de l'ère chrétienne. Il y aura un chapelet de villes, d'abord grecques, puis gréco-romaines, jusqu'au 1er siècle de l'ère chrétienne. Cette première symbiose civilisationnelle aura beaucoup d'impact sur l'avenir de la région. L'Ukraine regardera toujours, les peuples qui composent l'Ukraine regarderont toujours vers la mer Noire et l'au-delà de la mer Noire. Ils regarderont vers l'Empire romain quand celui-ci aura succédé au monde hellénistique. Ils regarderont vers Byzance quand Byzance aura remplacé l'Empire romain. Et puis, à des époques plus récentes, l'Ukraine regardera vers le monde méditerranéen, vers l'Occident méditerranéen, vers l'Italie, vers la civilisation occidentale. Vers le milieu du premier millénaire de l'ère chrétienne, on assistera dans l'est de l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et dans les pays qui s'étendent
plus loin, au-delà des limites orientales de l'Ukraine actuelle, on va assister à un phénomène assez extraordinaire, à la création d'un empire juif. Il s'agit de l'empire des Khazars. Les Khazars, ce sont des nomades parmi beaucoup d'autres qui se sont installés au nord de la mer Caspienne, sur les bords de la Volga et au nord de la mer Noire. À cette époque-là, les nomades d'Eurasie, en général, sont on va dire des païens, des animistes. Ils ont une religion traditionnelle que les anthropologues d'aujourd'hui qualifient de chamanisme, c'est-à-dire une religion où on tente d'entrer en communication avec les âmes des défunts, avec les esprits de la nature et avec toute une hiérarchie de divinités qui gouverne le monde. C'est la religion primordiale de l'Eurasie. C'est une religion que pratique encore une partie des peuples sibériens et arctiques aujourd'hui encore. Cette religion peut avoir toutes sortes de charmes, toutes sortes d'intérêts, elle peut même présenter un certain intérêt philosophique, mais au fur et à mesure que les peuples eurasiens affirment leur puissance et créent des empires que l'on peut considérer peut-être comme éphémères parce qu'ils ne durent que 3 ou 4 siècles, mais 3 ou 4 siècles, c'est quand même énormément de temps en réalité. Au fur et à mesure donc des empires successifs se créent en Eurasie, les souverains, les nobles, ont le sentiment que leur religion traditionnelle peut-être très sympathique, on peut y être attaché, mais ils ont le sentiment que la civilisation appelle une autre religion. Et c'est le moment où une partie des peuples de l'Est de l'Europe et du début de l'Eurasie, c'est-à-dire en gros de l'Ukraine, de la Russie, de la Pologne actuelle, une partie de ces peuples se convertit au christianisme. Une autre partie de ces peuples va se convertir à partir du 7e siècle de l'ère chrétienne, va se convertir à une autre religion, une religion qui se développe extrêmement vite, qui a l'air tout à fait puissante et séduisante, c'est l'islam. Et au milieu de tout ça, vous avez, alors beaucoup plus loin en Eurasie, d'autres nomades eurasiens se convertiront au bouddhisme, par exemple, aux confins de la Chine. Mais au milieu de tout ça, vous avez un grand peuple qui a conquis un grand empire, qui est le peuple khazar. Ce sont des Eurasiens parmi d'autres, puissants, très puissants, si puissants qu'ils exercent une domination impériale sur une bonne partie de ce qu'est la Russie actuelle, la Russie et l'Ukraine actuelle. Et ces Khazars se disent, ça n'a pas beaucoup de sens de se convertir au christianisme ni à l'islam, parce que si on se convertit au christianisme, bon, on va être plus ou moins sous la coupe de prêtres qui vont venir, on ne sait pas de où, de Constantinople, voire de plus loin, de l'Europe latine, de Rome. Si on se convertit à l'islam, d'abord l'islam sur certains points, c'est quand même une religion compliquée pour nous. Par exemple, l'islam dit qu'il ne faut pas boire d'alcool. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des peuples eurasiens, sibériens, passent l'hiver entier sans boire d'alcool? C'est complètement absurde. Donc, c'est quand même un peu embêtant comme religion. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre religion propice à notre développement national? Et
il se trouve que les Khazars se tournent vers le judaïsme. Alors, l'histoire a été racontée, comme vous le savez, par un grand poète et philosophe du judaïsme, connu sous le nom de Yehuda Halevi, qui était un juif d'Espagne. Ce juif d'Espagne avait entendu parler de l'extraordinaire aventure des Khazars qui s'étaient convertis au judaïsme. Donc, il a écrit un roman de philosophie religieuse et géopolitique qui s'appelle le Kuzari, le livre du roi Khazar, dans lequel il imagine que le roi Khazar fait venir des sages de toutes les religions et finalement est convaincu par le représentant du judaïsme et il décide de se convertir et de suggérer à son peuple de se convertir au judaïsme. Yehuda Halevi vit en Espagne, il n'a pas de lien direct avec les Khazars, il écrit même son livre, le Kuzari, à une époque où l'empire khazar n'existe plus, mais il faut dire, c'est très étonnant quand on relit le Kuzari aujourd'hui, c'est que ce qu'il raconte de la conversion des Khazars correspond strictement à la réalité historique. C'est-à-dire que c'est un fait absolu que dans les civilisations eurasiennes, c'est-à-dire les civilisations connues sous le nom de civilisation mongole, civilisation turque, civilisation tatare, dans ces populations, les rois, les puissants, avaient une crainte et un respect superstitieux pour les sages de toutes les religions, et ils organisaient périodiquement des rencontres entre les sages de toutes les religions, qu'ils concluaient généralement en disant « Vous êtes tous très sages et très intelligents, donc je vous respecte tous, je vous prends tous sous ma protection, et chacun pourra pratiquer sa religion dans mon empire. » Ce sera encore la doctrine officielle, par exemple, de Gengis Khan lorsqu'il créera le grand empire mongol au XIIe et au XIIIe siècle. Ce que raconte donc Yehuda Halevi de cette discussion entre les sages du judaïsme, de l'islam et du christianisme devant le roi Khazar, ça correspond bien à ce qui s'était passé réellement. Les rois khazars, au départ, se bornent à une conversion des élites, mais il semble qu'une partie de plus en plus importante de la population khazare se soit convertie au judaïsme par la suite. On sait qu'il y a des traces très concrètes de la conversion au judaïsme. Par exemple, les rois khazars battent monnaie. Il y a des monnaies d'or khazars qui sont mises en circulation dans leur empire. Et ce sont des monnaies qui font officiellement référence à Moïse, représentant de Dieu sur terre, Moïse qui a institué la Torah au nom de Dieu. On voit une certaine ressemblance avec ce que les musulmans eux-mêmes écrivent au même moment sur leur propre monnaie. Mais il ne reste pas moins que des monnaies khazars existent. Ce sont de belles monnaies, des monnaies d'or, et elles font explicitement référence au judaïsme. L'empire khazar finit par se désintégrer au bout de plusieurs siècles quand même. Que sont devenus les Khazars? Il y a une théorie que dont vous avez certainement entendu parler, qui voulait que les Juifs ashkénazes n'étaient pas les descendants en fait des Hébreux, mais les descendants des Khazars. Parfois, c'est une doctrine qui a été mise en avant par les antisionistes, le mouvement palestinien, par exemple, pour prétendre que les Israéliens modernes, descendants des Khazars, n'avaient aucun droit sur la terre d'Israël. Le problème a été définitivement, disons, résolu et clos par la génétique moderne. Nous avons aujourd'hui la preuve génétique
que les Juifs ashkénazes, comme la plupart des Juifs dans le monde, sont bel et bien génétiquement liés entre eux et liés aux Juifs du passé, aux Juifs de la terre d'Israël. On sait même aujourd'hui que génétiquement, les Juifs sont liés aux populations qui ont vécu et qui vivent encore en Mésopotamie. Donc, le récit biblique est confirmé jusque dans ses détails les plus précis par la génétique moderne. Donc, les Khazars, réellement convertis au judaïsme, il y a beaucoup disons, de preuves qui attestent la véracité de ce phénomène. Les Khazars ont disparu en tant que juifs après la fin de l'Empire khazar. Il y a peut-être eu quelques individus qui ont fini par rejoindre le peuple juif après la destruction de l'Empire khazar, mais en tout cas, l'idée selon laquelle les Juifs ashkénazes seraient les descendants des Khazars est une idée qui n'est pas confirmée par ce que nous savons aujourd'hui de la génétique. En revanche, c'est là quelque chose de très intéressant, l'empreinte du judaïsme sur ces régions va survivre à l'Empire khazar. Et il y aura dans l'Ukraine actuelle, mais aussi dans la Russie voisine, un phénomène tout à fait étrange, tout à fait passionnant, c'est le phénomène des judaïsants. Il va se trouver que dès le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, énormément de gens dans ces pays vont se rapprocher du judaïsme, vont croire à la vérité du judaïsme, vont embrasser une forme de noarisme, de religion de l'alliance de Noé, ou bien même vont se convertir complètement au judaïsme, vont rechercher des rabbins pour pouvoir se convertir au judaïsme. Au XIXe siècle, par exemple, parmi les paysans de l'Ukraine et de la Russie, vous avez un phénomène très étendu qui est celui de ce qu'on appelle les sabotniki. Les sabotniki, ce sont des Russes, des Ukrainiens, des paysans, des gens très simples qui croient à la vérité du judaïsme et qui commencent par respecter le Shabbat. Et bien entendu, cette conversion spontanée au judaïsme suscite l'hostilité du pouvoir des tsars. Ils sont donc persécutés et certains d'entre eux décident que puisqu'ils sont persécutés par le tsar, ils n'ont pas d'autre solution que d'aller en terre d'Israël. Donc vous avez des paysans russes et ukrainiens qui sont des paysans à pied, quittent la Russie et l'Ukraine, traversent le Caucase, marchent à travers l'Empire ottoman ou l'Empire perse et finissent par arriver en terre d'Israël. Et quand ils arrivent en terre d'Israël, ils vont chercher des rabbins et les rabbins les regardent comme ça et disent « Mais qui êtes-vous » Et ils diront « Nous sommes des sabotniki, nous voulons nous rapprocher du peuple juif, nous pratiquons le Shabbat, etc. » Et en fait, ces sabotniki vont se convertir complètement en terre d'Israël et ils vont jouer un rôle, je parle bien entendu de quelques centaines de personnes, pas plus, ils vont jouer un rôle extraordinaire dans la naissance de l'agriculture juive en terre d'Israël au XIXe siècle. Lorsque les premiers juifs, à partir des années 1860, tentent de créer des exploitations agricoles en terre d'Israël, ils vont d'échec en échec.
tout l'argent du grand bienfaiteur, le baron de Rothschild, qui soutient les colonies agricoles en Palestine à partir du milieu du 19e siècle, tout son argent ne peut pas empêcher le fait que les quelques juifs qui essaient de devenir agriculteurs ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture, ne peuvent pas empêcher que le climat est absolument terrible en Palestine. La Palestine est à cette époque ravagée en particulier par la malaria. Et donc lorsque les Sabotniki, qui eux sont des paysans, proposent leur aide, cette aide est absolument vitale. Et les Sabotniki vont former dans les colonies agricoles du baron de Rothschild et dans d'autres colonies agricoles juives créées par la suite, ils vont souvent former des noyaux très importants qui vont permettre la consolidation de cette renaissance de l'agriculture juive. On raconte d'ailleurs une histoire qui est très touchante, qui est extrêmement touchante, surtout quand on se rappelle que ces gens ont marché, sont allés à pied depuis la Russie, depuis les endroits où on se bat aujourd'hui en Ukraine jusqu'en terre d'Israël pour devenir complètement juifs. Alors, je vous raconte l'histoire. Un beau jour, le fameux baron de Rothschild décide de visiter les fameuses colonies agricoles qu'il a financées. Donc, un beau jour, il arrive dans ces colonies agricoles. Et quand il arrive dans ces colonies agricoles, certains des Sabotniki qui sont là, qui sont des paysans russes, se disent le baron de Rothschild. Pour eux, le baron de Rothschild, c'est comme le roi des Juifs, le baron de Rothschild. Et ils sont tellement saisis que le baron de Rothschild arrive que, bien que ce sont des gens qui se sont convertis, qui ont payé très cher le droit de devenir des Juifs de plein droit, sont tellement saisis et émus par l'arrivée du baron qu'ils font ce que tous les paysans russes font dans de pareils moments, eh bien, ils font le signe de croix parce que c'est quelque chose, ils sont bouleversés par le fait de voir le baron de Rothschild. Mais j'insiste quand même sur cette histoire, c'est une histoire de 1000 ans. Depuis la fin de l'Empire khazar, il y a en Russie et en Ukraine un courant persistant de gens qui se sentent proches du judaïsme. Autant ces régions seront des régions d'antisémitisme virulent, autant ces régions seront étrangement des régions où il y aura toujours une attirance vers le judaïsme. Et de fait, les courants judaïsants seront en quelque sorte le cauchemar de l'Église orthodoxe qui va devenir l'Église, forme de religion dominante de la région. Au début du XVIe siècle, on assiste à un phénomène extraordinaire. L'hérésie judaïsante, comme l'appellent les gens d'Église, se répand partout dans la société. Elle se répand partout, elle se répand même dans la famille royale, la famille des grands-ducs de Moscovie. Il y a des princesses de Moscovie qu'on est obligé d'enfermer dans des couvents parce qu'elles judaïsent, parce qu'elles affirment qu'il n'y a pas d'autre religion vraie que le judaïsme. Il y aura une persécution, non pas seulement des Juifs en tant que tels, mais surtout des Russes ou de ceux qu'on appelle aujourd'hui les Ukrainiens, qui se rapprochent du judaïsme, de ceux qu'on appelle à l'époque les judaïsants. Et cette persécution des judaïsants est presque aussi importante que la persécution des Juifs. Et d'une certaine manière, il y a un lien entre l'antisémitisme et la persécution des judaïsants. Les Russes, l'État russe, l'Église russe se considèrent comme menacés par l'attrait que le judaïsme exerce sur une partie de la population, sur les paysans, nous l'avons vu, mais aussi, ce qui est quand même quelque chose d'assez stupéfiant, d'assez extraordinaire, mais aussi sur les élites, mais aussi, quelquefois, sur la noblesse et la famille royale ou impériale.
la Russie, les peuples du futur empire russe, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie actuelle, vont apparaître dans l'histoire aux environs de l'an 1000, c'est-à-dire peu de temps après la disparition de l'Empire khazar. Et ils vont apparaître d'une manière à nouveau assez particulière. Il y a sur place toutes sortes de populations mélangées. Il y a sur place des éleveurs dans les régions de steppe, il y a des agriculteurs dans les régions de terre noire, il y a des gens qui vivent dans les forêts nombreuses de la région. Mais il y a aussi, à partir environ des années 800, 900, il y a aussi une autre population qui arrive du nord, les Vikings. Les Vikings, en Russie, en Ukraine, on les appelle les Varegs. C'est un peuple parmi d'autres du monde scandinave. Et vous savez que les Scandinaves sont des grands marins, donc les Varegs ont emporté leurs dracars de la mer Baltique. Ils sont arrivés dans les régions de lacs et de rivières et de fleuves de l'actuelle Russie et de l'actuelle Ukraine. Et ils ont mis leurs dracars sur ces fleuves, et ils ont descendu avec leurs dracars le long des fleuves. Et comme ce sont des soldats, comme ce sont des dominateurs nés, eh bien, les Vikings vont peu à peu se transformer en noblesse héréditaire qui va dominer la région, qui vont apporter à la région une certaine stabilité politique. Et l'empire Vareg, l'empire de ces Normands, en quelque sorte, fluviaux, à la différence des Normands, des Normands maritimes, n'est-ce pas, plus connus dans l'Europe de l'Ouest. Ces Normands fluviaux vont finir par créer un grand pays connu sous le nom de Rousse, le pays du Rousse ou Route, n'est-ce pas? Et c'est le pays qui est en quelque sorte l'origine commune de la Russie. Vous voyez que de Rousse, on passe à Rossia, c'est-à-dire la Russie, de la Russie blanche ou Biéla-Russe, vous retrouvez exactement le même mot, et de l'Ukraine que, en fait, on a continué à appeler Rousse tout court, et en latin, ça donne le nom Rutenia. Rutenia, c'est le même mot décliné autrement. Vous entendrez parler souvent à propos de l'Ukraine de ce qu'on appelle les Rutènes ou de la Ruthénie. La Ruthénie et les Rutènes, ce n'est pas autre chose que les Ukrainiens occidentaux qui ont gardé en quelque sorte le nom ancien de Rus ou Rut ou Rutia ou Rutenia. L'empire de Rus dure environ 3 siècles. C'est une civilisation extrêmement brillante. Les princes de Rus fondent une capitale magnifique qui s'appelle Kiev. On appelle Kiev la ville aux 1000 clochers et aux 1000 dômes d'or. C'est un pays extrêmement riche, c'est un pays riche par le blé, riche par le commerce, riche par sa position d'intermédiaire entre l'Asie et l'Europe. Et il y a un moment où le pays de Rousse,
ce n'est ni la Russie, ni l'Ukraine, ni la Biélorussie, c'est quelque chose qui réunit ces différents pays modernes. Ce pays fait complètement partie de l'Europe, au point que, par exemple, il y aura une princesse de Rousse qui s'appelle Anne de Kiev, qui épousera un roi de France, le roi Henri Ier de France, un roi capétien. L'empire de Rousse est détruit par les Mongols quand ceux-ci se répandent à travers toute l'Eurasie et donnent le choix aux différentes populations entre la soumission totale et la destruction totale. Les Mongols sont des gens pour lesquels il n'y a pas d'histoire, ou bien vous vous soumettez complètement, ou bien on vous tue. Et quand on vous tue, on fait des montagnes avec vos têtes coupées, et puis on brûle complètement vos villes. C'est la méthode mongole. C'est une méthode qui marche bien parce que la terreur qu'il y a devant les Mongols est telle que la plupart des pays préfèrent se soumettre. Et donc, en quelques années, les Mongols vont créer un empire absolument gigantesque qui va de la Chine jusqu'à la Pologne et qui va du cercle arctique jusqu'à l'océan Indien. Donc, un empire absolument gigantesque, mais au passage, les Mongols détruisent Rousse et ils imposent un protectorat, qui est un protectorat d'ailleurs pas plus barbare que cela. Une fois que les gens sont soumis, les Mongols généralement sont assez tolérants et assez bienveillants. Et donc, ils vont dominer l'espace russo-ukrainien après avoir détruit Rousse. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Là, nous entrons directement dans le vif du sujet. Il va se passer à partir de là que des vestiges de l'ancienne civilisation de Rousse vont se maintenir au nord de Kiev, loin dans le nord, loin dans les forêts et qui se situent au nord des riches plaines noires de l'Ukraine. Et cette région du nord, c'est la Russie actuelle, c'est la Russie historique autour de Moscou et autour de Novgorod. Novgorod, c'est grande ville russe qui est proche de la Saint-Pétersbourg actuelle. Donc, il y aura un premier foyer héritier de l'Empire de Rousse qui se crée au nord, qu'on va connaître peu à peu sous le nom de Moscovie, de grand-duché, puis principauté de Moscovie, et de fil en aiguille, ça va devenir l'Empire russe moderne. Il y a une autre partie des vestiges de Rousse, les Biélorusses, mais surtout ce qu'on va appeler les Ruthéniens occidentaux, le Rousse occidental, qui va créer une nouvelle civilisation et un nouvel État roussien à l'ouest de l'ancienne Rousse, dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine occidentale, la région de Lviv, que les Russes appelaient Lvov, que les Polonais appellent Lvov, que les Allemands et les Juifs appelaient Lemberg. Voilà. Donc, il y a un nouveau pays russien qui se crée à l'ouest, et ce pays russien rapidement se fédère avec de nouvelles puissances qui apparaissent à l'ouest, les Polonais, les Lituaniens, et en fait, ce pays de Rousse occidentale se fond à une nouvelle puissance qui est la Fédération polono-lituanienne. Ce qui nous amène à une carte de la région qui se dessine vers le XVIe siècle. Vers le XVIe siècle, on voit très clairement apparaître
c'est le moment où l'empire mongol se désintègre. Et donc, quand l'empire mongol se désintègre, il se désintègre au XVe siècle, donc la carte dont je vous parle apparaît au début du XVIe siècle, on voit clairement la Russie, ou Moscovie, qui se situe au nord-est, et on voit clairement un empire polonais, lituanien et ruthène qui se situe à l'ouest. La principale différence qu'il y a entre ces deux empires, c'est que l'empire russe est de religion orthodoxe et de civilisation byzantine, tandis que l'empire de l'Ouest est de religion catholique et de civilisation latine ou latinisée. On y parle des langues slaves, mais qu'on va écrire avec des caractères latins. On va se raccrocher ou se rapprocher de Rome, même lorsqu'on garde des rituels qui sont les anciens rituels orthodoxes. En réalité, vous allez avoir une sorte de religion même qui va se développer dans l'ouest de l'Ukraine actuelle, dans ce qu'on appelle à cette époque-là la Ruthénie. C'est la religion dite uniate. Alors, qu'est-ce que c'est que les uniates? Les uniates sont des gens qui sont des catholiques, qui ont des croyances catholiques, qui obéissent au pape, mais qui ont gardé les formes extérieures du culte, la liturgie, des formes extérieures et une liturgie qui se rapproche de l'Église orthodoxe. Donc, c'est quelque chose qui est intermédiaire, mais qui est rattaché à Rome. Et il va y avoir une guerre séculaire entre le monde polono-lituanien et ruthène, d'une part, et le monde russe, une espèce de lutte à mort parce que il y a un moment où ce sont les Polonais qui sont sur le point de l'emporter. Au début du XVIe siècle, les Polonais occupent Moscou. Les Polonais imposent un tsar catholique et polonais. C'est considéré comme quelque chose de terrible, d'épouvantable par les Russes qui sont, eux, profondément, on va dire, byzantins et orthodoxes. Mais ensuite, ce seront les Russes qui deviendront peu à peu plus puissants et qui vont repousser les Polonais, repousser les catholiques, prendre le contrôle de l'Ukraine actuelle et imposer leur propre religion et leur propre civilisation en persécutant les uniates, par exemple, ou en persécutant les catholiques. Les Polonais ont le sentiment que s'ils ne dominent pas, sinon la Russie, mais en tout cas ce qui correspond à l'Ukraine actuelle, ils sont perdus. Les Russes ont le sentiment que s'ils ne dominent pas cette même région, ils sont perdus. Il y a un double sentiment de peur géopolitique dans ces deux peuples, qui se ressemblent beaucoup par certains côtés, mais qui sont quand même séparés par des formes de civilisation et des formes de religion distinctes. Il y a une espèce de double paranoïa. Et cette double paranoïa, elle existe encore aujourd'hui. Il faut comprendre que aujourd'hui, tout le monde prend parti pour l'Ukraine contre la Russie. Et il y a certainement beaucoup de choses à dire au sujet du comportement de la Russie. Il y a beaucoup de choses à dire certainement sur les visées ultimes de Poutine et de la Russie et sur les méthodes qu'ils emploient aujourd'hui. Mais le sentiment, disons, d'angoisse existentielle géopolitique qui anime les Russes, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose de très vrai. C'est la conséquence même de beaucoup d'années d'histoire. Et il faut dire que lorsque l'URSS s'est désintégrée en 1990, il y a eu beaucoup de gens à l'Ouest, et en particulier beaucoup de gens autour de la Pologne, et beaucoup de gens autour de certains réseaux catholiques
qui ont eu le projet de reconstituer la Grande Pologne et d'arracher définitivement l'Ukraine et la Biélorussie à l'orbite russe pour affaiblir définitivement la Russie. Ça, ce sont des choses qui sont réelles et que Poutine n'a pas inventées. Donc, je crois qu'il est très important d'avoir ces notions à l'arrière-plan. Alors, concrètement, historiquement, qu'est-ce qui se passe? Historiquement, il se passe qu'au XVIe siècle, ce sont plutôt les Polonais qui dominent ce qu'on appelle l'Ukraine actuelle. C'est une période où les Polonais dominent cette région, la noblesse polonaise s'est partagée les terres, c'est une région où les Juifs jouent un rôle social et économique extraordinairement important en Ukraine parce que les nobles polonais ne vont pas perdre leur temps à l'administration de leur domaine. Donc, ils confient ces domaines aux Juifs et ils accordent aux Juifs, en contrepartie de l'administration de ces domaines, une entière liberté de religion, de pratiques religieuses. Il y a au XVIe siècle un âge d'or et pour la Pologne et pour les Juifs dans la région. Cet âge d'or sera vécu peut-être un peu autrement par les paysans locaux qui ont toujours le sentiment d'être exploités et par les nobles et par les Juifs, mais surtout, cet âge d'or va susciter l'animosité de ceux qui, en Ukraine, dans les régions de steppe du sud et de l'est du pays, en fait, ne s'intègrent pas à une civilisation sédentaire, une civilisation agricole, une civilisation urbanisée, et maintiennent le mode de vie nomade et pastoral traditionnel de l'Eurasie. Ce sont des gens qu'on va finir par connaître sous le nom de Cosaques. Donc, l'Empire polonais se développe, il y a un âge d'or pour les Polonais et il y a un âge d'or pour les Juifs qui vivent dans une sorte de symbiose avec la Pologne au XVIe siècle. Il y a beaucoup d'hostilité et de ressentiment de la part de ces espèces de hors-la-loi, de nomades qui vivent sur les confins de la grande Pologne et qui sont les Cosaques. Au début du XVIe siècle, les Cosaques, plus ou moins en cheville avec la Moscovie, plus ou moins, les Cosaques ont tendance de plus en plus à mener des guérillas, à soutenir des révoltes contre les Polonais. Il y aura pratiquement tous les 5 ou 6 ans une révolte contre les Polonais dans la région de l'Ukraine actuelle. Il y aura des raids, des razzias menés par les Cosaques de la Volga sur les riches terres polonaises. Mais tout cela va aboutir finalement à une révolte générale extraordinairement violente en 1648. En 1648, les Cosaques submergent l'Ukraine actuelle, anéantissent les Polonais, poussent la paysannerie à la révolte, et une grande partie des paysans se révoltent. Et leur méthode est très simple. On tue tous les Polonais, on tue tous les catholiques, on brûle les châteaux des Polonais, on brûle les églises catholiques, et bien entendu, on tue les Juifs et on brûle les synagogues. Voilà, c'est une méthode très simple, et c'est une méthode qui marche, puisque en quelques mois, la Pologne s'effondre. La Pologne, littéralement, s'effondre. Grand pays, pays occidentalisé, pays… il faut se représenter la Pologne de ce temps-là. La Pologne de ce temps-là, c'est comme la France au même moment. C'est comme la France de Louis XIII et de Louis XIV, c'est à peu près ça.
la Pologne s'effondre devant ces espèces de sauvages sortis de l'Eurasie, ces Cosaques, ces paysans révolutionnaires euh, avant l'heure. Et pour les Juifs, c'est une catastrophe absolument épouvantable. C'est une sorte de Shoah avant la Shoah. Il y a probablement quelque chose comme 200 000 Juifs qui sont exterminés en quelques mois. À la tête de la révolte, il y a un personnage qui s'appelle Khmelnytsky. Alors, Khmelnytsky, c'est, comme c'est souvent le cas chez les chefs de révolte nationale, c'est le fils d'un noble ruthène qui a été élevé chez les Polonais, qui donc sait très bien comment fonctionnent les Polonais, qui a un sens extrêmement précis et développé de la politique européenne de son temps, qui est très bon stratège, qui n'a aucun scrupule, et qui, tout en ordonnant le massacre général des Polonais et des Juifs, va brusquement, au milieu de tout cela, ordonner à ses partisans de ne pas toucher à une ville juive très importante qui s'appelle Brody. Pourquoi? Parce que Brody est un très, très grand centre de commerce international. Et Khmelnytsky comprend très bien qu'il a besoin de maintenir Brody et il a besoin des Juifs à Brody pour que le reste de l'Europe le reconnaisse, lui, comme le chef d'une Ukraine indépendante. Cette révolte, pour les Juifs, elle est connue comme la révolte de Khmelnytsky et les massacres de Khmelnytsky. Et pour les Polonais, elle est connue sous le nom de déluge, parce que c'est comme un déluge qui emporte complètement l'État et la civilisation polonaise. Il faudra 30 ans à la Pologne pour réussir à sortir de ce drame et à se reconstituer en tant que pays. Et quand elle va se reconstituer en tant que pays, ce ne sera jamais plus un pays aussi puissant qu'auparavant. C'est un pays qui ira vers le déclin géopolitique. Mais si Khmelnytsky ressuscite en quelque sorte une Rousse du Sud, une Rousse qui est Vienne, il la ressuscite, mais il ne parvient pas à la faire vivre. Et il faut dire que Khmelnytsky ne va pas vivre très longtemps, il meurt dès 1653. Ses successeurs n'ont pas son machiavélisme, son génie politique, n'ont pas son génie militaire. Et peu à peu, le mouvement de révolte ukrainienne va tomber sous la domination des Russes. Alors les Russes, dans un premier temps, ils conquièrent tout l'est de ce qu'ils vont commencer à appeler Ukraina, c'est-à-dire le pays frontière. Le pays frontière. Par rapport à la Russie, évidemment, l'Ukraine peut apparaître comme un pays frontière. Donc le nom d'Ukraine apparaît à ce moment-là et c'est un nom finalement russe. C'est du point de vue russe qu'on peut qualifier ce pays d'Ukraine. Le vrai nom de l'Ukraine, c'est Ruthénie, Ruthénia, c'est-à-dire pays de Russes en latin, puis en polonais, puis en ukrainien. Mais le terme d'Ukraine va s'imposer à partir de ce moment. Et les Russes, donc, ils arrivent jusqu'à Kiev. Il y a un traité de paix qui est signé avec les Polonais. Et puis ensuite, les Russes attendent leur heure. Et la Pologne s'affaiblit de plus en plus jusqu'à ce que, vers la fin du XVIIIe siècle, l'État polonais se désintègre et que les pays puissants voisins, qui sont la Prusse, l'Autriche et la Russie, se partagent la Pologne. Avec le partage de la Pologne, de l'ancienne Pologne, il va y avoir un certain nombre de conséquences géopolitiques pour l'Ukraine en tant que telle.
pratiquement toute l'Ukraine passe sous le contrôle russe. Donc les Russes, une fois qu'ils s'emparent de l'Ukraine, ils veulent russifier l'Ukraine. Notamment, cela implique de leur part d'interdire la religion uniate, de persécuter les catholiques et d'imposer le retour de la religion orthodoxe. Mais il y a une partie de l'Ukraine qui, dans les partages de la Pologne, va passer non pas aux Russes, mais aux Autrichiens. Et cette partie de l'Ukraine qui passe aux Autrichiens, c'est la Galicie, Galicie bien connue des Juifs ashkénazes, c'est le sud de la Pologne d'avant 1939, c'est la région de Lvov actuelle, donc vous voyez, c'est quand même une région assez importante, et c'est aussi une région, alors là, vraiment géographiquement, très, très éloignée de l'Ukraine, on appelle ça la Ruthénie subcarpatique. C'est des régions où on parle ukrainien, mais qui sont perdues dans les montagnes des Carpates. Et en fait, c'est des régions qui sont dominées par la Hongrie, par les Habsbourg, et qui, après 1918, vont être en fait rattachées à la Tchécoslovaquie. Donc, vous voyez à quel point on est très éloigné là de l'Ukraine, disons, de l'Ukraine russe, qui semble être l'essentiel de l'Ukraine aujourd'hui. Cet étrange partage de l'Ukraine va avoir des conséquences très importantes parce que si les Russes russifient l'Ukraine, les Autrichiens, eux, soutiennent la culture ukrainienne et la civilisation ukrainienne. Et le nationalisme ukrainien moderne, en fait, se développe sous protection autrichienne. La grande capitale du nationalisme ukrainien, ça va être Lvov, Lviv en ukrainien, Lvov en russe, Lvov en polonais et Lemberg en allemand, en autrichien. Donc, ça, c'est la première conséquence de l'effondrement de la Pologne et du partage de ce qu'on appelle l'Ukraine. On va commencer à appeler de plus en plus fréquemment désormais l'Ukraine. Mais il va y avoir une autre conséquence qui cette fois-ci, va toucher les Juifs. La Pologne était devenue, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le principal centre mondial du peuple juif. On considère que vers 1750 à peu près, il y avait dans le monde probablement quelque chose comme 2 millions de Juifs dans le monde, pas plus, 2 millions. Et sur ces 2 millions de Juifs dans le monde, il y avait plus d'1 million qui se trouvaient en Pologne. En Pologne, ils bénéficiaient d'un statut qui s'était un peu dégradé depuis l'âge d'or du XVIe siècle, c'était même beaucoup dégradé, mais enfin qui était quand même un statut de tolérance et un statut qui permettait une survie des Juifs en tant que peuple et une survie du judaïsme en tant que religion. Il va se trouver qu'à la suite des partages de la Pologne, la plus grande partie de ce monde juif passe sous le contrôle des Russes. Or, les Russes sont antisémites. Ils sont antisémites depuis qu'ils ont dû se battre contre l'hérésie judaïsante. Depuis cette époque, il y a une obsession russe d'un danger juif. Et donc, en Russie proprement dite, dans l'empire des tsars tel qu'il s'est développé depuis la fin de la domination mongole, dans l'empire russe proprement dit, le judaïsme n'est pas autorisé. Il est interdit d'être juif dans l'empire russe. Il n'y a pas de communauté juive autorisée dans l'empire russe. Il y a quelques commerçants juifs qui parfois sont autorisés à entrer en Russie, mais ils doivent repartir dès que leurs affaires sont terminées. La différence avec la Pologne est totale, absolue. On est vraiment
dans une situation diamétralement différente, diamétralement opposée. Et le hasard de la géopolitique fait que ce pays radicalement anti-juif, brusquement, absorbe la plus grande communauté juive du monde. Il absorbe une partie du monde où, dans les villes, dans les grandes villes et les petites villes, les Juifs forment entre 20 et 60% de la population. Alors, les Russes sont un peu désemparés dans cette situation parce que se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces Juifs? C'est quand même très troublant. Alors, ce qu'ils font tout de suite, c'est quelque chose de très simple. Ils vont dire, OK, nous avons désormais dans notre possession des pays où il y a beaucoup de Juifs. Bon, on n'aime pas les Juifs, mais qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée de massacrer tous les Juifs, c'est une idée qui viendra plus tard. À ce moment-là, les Russes ne peuvent pas concevoir une telle chose. Mais ce qu'ils peuvent concevoir, c'est qu'ils vont interdire aux Juifs des terres nouvellement conquises d'aller en Russie proprement dite. Donc, il va y avoir un régime qui va durer jusqu'à la Révolution d'octobre, pratiquement, un régime selon lequel les Juifs n'ont le droit d'habiter que dans une zone de peuplement qui correspond à l'ancienne zone polonaise. Et cette zone de peuplement, par rapport à la carte actuelle du monde, elle monte, disons, elle commence à la Lituanie actuelle, elle englobe à peu près la Biélorussie et la partie russe de la Pologne actuelle, et puis elle correspond à toute la partie ouest et sud de l'Ukraine actuelle. Ça, c'est la zone de peuplement où les Juifs sont plus ou moins tolérés, mal tolérés, mais tolérés quand même. En tout cas, ils n'ont pas le droit d'aller à l'intérieur de l'Empire. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'intérieur de l'Empire, voire parce que si un Juif est très riche, s'il peut jouer un rôle économique très important, s'il a été éduqué à l'occidental, il peut obtenir un permis pour habiter à l'intérieur de l'Empire. Alors, il y a une élite juive qui obtient une dérogation par rapport au statut des Juifs et qui a le droit de s'installer à Kiev, qui a le droit de s'installer à Moscou, qui a le droit de s'installer à Saint-Pétersbourg. Et dans cette élite juive, il y a un peu tout. Vous avez des grands bourgeois qui, très vite d'ailleurs, ont tendance à se laïciser, ont tendance à abandonner la religion juive, voire même à se convertir au christianisme, à une forme ou une autre de christianisme, mais pour des raisons d'ascension sociale. Mais vous avez aussi parfois des Juifs extrêmement religieux qui, pour une raison ou pour une autre, reçoivent un privilège d'habiter dans la Russie profonde. Le plus célèbre des chefs religieux qui obtient ce privilège, c'est le premier rabbi de Lubavitch. Parce qu'au moment de l'invasion française en 1812, ce rabbi de Lubavitch, le premier, le fondateur de la dynastie de Lubavitch, a pris le parti des Russes contre les Français. Donc, à la suite de ça, sa famille reçoit un privilège. Ils ne sont pas considérés comme des Juifs ordinaires. Ils ont le droit de s'installer en Russie et c'est ainsi que le centre de Chabad, puisque leur vrai nom c'est Chabad, va être une ville située en Russie profonde et non plus dans la zone de peuplement juif, Lubavitch, qui est vraiment très très loin à l'intérieur des terres russes. Mais enfin, dans l'ensemble, les Juifs n'ont pas le droit d'aller à l'intérieur de la Russie et la plupart des Juifs vivent dans la fameuse zone de peuplement. Au même moment, exactement au même moment, au moment pratiquement où la Russie vient de s'emparer de presque toute l'Ukraine, au moment où la Russie vient d'hériter de la plus grande partie du monde juif de l'époque, au même moment, les Russes s'emparent du rivage de la mer Noire. Alors, le rivage de la mer Noire, aujourd'hui, ça fait partie de l'Ukraine, mais il faut comprendre que ça n'a jamais été véritablement l'Ukraine. La vraie Ukraine, c'est les pays des terres noires, les grands pays céréaliers, le grenier à blé
du centre de l'Ukraine, et c'est les steppes, les prairies où il y a les Cosaques. Ça, c'est la véritable Ukraine. Le rivage de la mer Noire, c'était autrefois le rivage des Grecs. Ça a été par la suite une terre conquise par les Mongols, puis les Tatars, et à l'époque qui nous intéresse, c'est une possession ottomane. Ce sont les Turcs ottomans qui contrôlent tout le rivage de la mer Noire. Il y a un protectorat, par exemple, ottoman sur la Crimée, et il y a des forts, des villes fortifiées turques ottomanes tout le long de la mer Noire. Cette zone maritime et frontalière va être conquise à la fin du XVIIIe siècle par la fameuse Catherine II, Catherine la Grande. Catherine la Grande réussit à chasser les Turcs de la région et la Russie s'empare d'une zone absolument immense qui borde la mer Noire, qui à travers la mer Noire a le rêve d'un accès à la Méditerranée, puis au-delà à toutes les mers chaudes du globe, toujours été un rêve pour une Russie enclavée au cœur du continent eurasiatique et bloquée sur le plan maritime par les glaces du Nord. Donc, les Russes arrivent comme ça sur la mer Noire, et la mer Noire, à ce moment-là, les pays de la mer Noire sont pratiquement inhabités. Il y a très peu d'habitants, il y a très peu de gens. C'était une zone frontière. Vous n'aviez pas de Cosaques, vous n'aviez pas de paysans polonais, et même les Ottomans, leur présence se limitait à quelques possessions côtières, quelques fortifications, ça et là. Donc les Russes se sont emparés de cette terre mythique qui est sur la mer Noire. Pour les Russes, c'est comme si on s'empare de la Côte d'Azur, c'est comme si on s'empare de l'Italie. Tout est différent de ce qu'ils connaissent à l'intérieur de leur terre, à l'intérieur même de l'Ukraine conquise quelques décennies plus tôt. Et Catherine II, dès qu'elle s'empare de la région, elle a un projet de développement de la région. Elle se dit, je vais refaire de cette région ce qu'elle était à l'époque des Grecs, et je vais immédiatement construire des ports, des grandes villes, des cités auxquelles je vais redonner leur nom grec. Et notamment, elle imagine, sur la côte de la mer Noire, de créer à un endroit où il y a un petit fortin turc qui s'appelle Hacı Bey, elle décide de créer une ville qui va ressusciter l'ancienne ville grecque d'Odyssea. Odyssea, vous reconnaissez le mot, la ville de l'Odyssée, c'est-à-dire la ville d'Ulysse. Odysseus, c'est le nom grec de celui que nous connaissons sous le nom d'Ulysse, le fameux personnage célèbre d'Homère. Et donc, on va reconstituer la ville d'Odyssea. Et Odyssea, ça va donner Odessa en russe. Ça va donner le nom de Odessa. Donc, c'est Catherine II qui décide de créer, dans une région où il n'y a rien, de créer un port, une ville sur la mer qui va s'appeler Odessa. Et au début, Odessa, c'est un pari complètement insensé. Pourquoi? Parce qu'à Odessa, par exemple, il y a bien la mer, mais il n'y a rien qui permette de créer véritablement un port. Et la mer Noire, vous savez, c'est une mer très méchante. C'est une mer où il y a des tempêtes terribles. Donc, si vous n'avez pas un bon port pour protéger les bateaux qui viennent accoster, les bateaux sont emportés par la tempête, brisés par la tempête. Donc, le choix de créer une ville à cet endroit-là, d'une certaine manière, n'est pas un choix très rationnel. Ça procède plus d'un rêve d'impératrice que d'autre chose. D'ailleurs, Catherine II meurt très vite après avoir créé Odessa, et le tsar qui lui succède
lui ne s'intéresse pas du tout. D'abord, il déteste sa mère et tout ce que sa mère voulait faire, il décide de ne plus le faire. Bon, ça dure quelques années jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner. Et donc, un nouvel empereur apparaît qui s'appelle Alexandre. C'est l'empereur qui, plus tard, fera partie enfin, battra Napoléon, puisque Napoléon aura la mauvaise idée de s'aventurer en Russie à la mauvaise saison. Et donc, cet empereur qui s'appelle Alexandre, lui, il décide de reprendre le projet de sa mère, sa grand-mère, pardon. Il décide de reprendre ce projet et il décide de faire appel à disons, des experts ou bien disons, une élite étrangère intéressée par cette aventure un peu insensée. Donc, on fait venir sur le site d'Odessa des architectes italiens, des ingénieurs hollandais, des administrateurs français. Et il y a notamment un administrateur français extraordinaire qui s'appelle le duc de Richelieu. C'est un lointain descendant du fameux cardinal de Richelieu. C'est un très grand seigneur de France sous l'Ancien Régime, mais la Révolution l'a chassé de France. Plus exactement, il a senti qu'il n'avait plus de place dans la France révolutionnaire, donc il s'est mis au service de la Russie. Et le tsar lui dit, Richelieu, est-ce que vous voulez vous occuper d'Odessa, devenir le gouverneur d'Odessa? Alors Richelieu, qui à ce moment est un émigré, c'est-à-dire en fait tout noble et grand seigneur de naissance qu'il soit, c'est quelqu'un qui crève de faim. Bon. Donc il dit, ben oui, je veux bien, c'est un job, n'est-ce pas, je veux bien, j'ai pas beaucoup le choix. Et donc Richelieu arrive, et Richelieu, c'est un esprit supérieur. C'est un homme d'une intelligence éblouissante. C'est un grand seigneur, il n'aime pas la Révolution, mais en fait, c'est un homme des Lumières. C'est un homme très intelligent, très éclairé. Et avec la protection du tsar, il va créer, d'abord il va créer Odessa, c'est-à-dire que c'est l'homme qui va prendre des mesures qui vont permettre à ce port chimérique de prendre forme. Il va par exemple faire construire une jetée qui va protéger le port d'Odessa, qui va rendre, disons, l'utopie d'un grand port russe sur la mer Noire, il va la rendre réelle, il va transformer ça en réalité. Et puis, il va vouloir, ça c'est très 18e siècle, on est en plein dans les utopies du 18e siècle, il va vouloir créer une cité modèle où tout le monde pourra vivre, où la justice et le droit seront appliqués de manière impartiale en faveur de tout le monde. Et il va gouverner pratiquement en vice-roi absolu Odessa pendant une dizaine d'années. Il va assurer un développement spectaculaire à ce port qui n'existait pas. Et sa méthode, c'est que, en fait, il applique à Odessa les recettes qui, à l'autre bout du monde, vont permettre à l'Amérique de se développer. Tout le monde a le droit de venir à Odessa. À Odessa, la seule chose qui compte, c'est le travail et l'intelligence. Vous travaillez, vous êtes intelligent, tout sera fait pour que vous réussissiez. Et tout le monde peut venir. Ça veut dire quoi, tout le monde? Ça veut dire que les Russes peuvent s'installer, les émigrés, comme lui, Richelieu, peuvent s'installer, les Français sont bienvenus, les Allemands sont bienvenus, les Italiens sont bienvenus. Ça veut dire aussi que les Juifs peuvent venir. Toutes les lois qui pèsent sur les Juifs dans le reste de l'Empire russe ne s'appliquent pas à Odessa. À Odessa, les Juifs ont le droit de faire ce qu'ils veulent, tous les métiers leur sont permis, ils ont le droit de posséder la terre, ils peuvent pratiquer leur religion sans aucune difficulté. C'est la méthode de Richelieu. Et cette méthode va tellement bien marcher que lorsque Napoléon tombera, que Richelieu décidera de rentrer en France,
Il va d'ailleurs finir par être Premier ministre du roi Louis XVIII, un Premier ministre intelligent et très libéral. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que les tsars, ils vont se dire, ben, Richelieu, il a réussi quelque chose qui marche à Odessa, on va garder la méthode Richelieu. Et donc, pendant la plus grande partie du 19e siècle, Odessa va être différente du reste de l'Empire russe. Tout ce qui sera la loi et la règle dans l'Empire russe ne s'appliquera pas à Odessa. Dans l'Empire russe, on maintient la monarchie absolue, c'est une monarchie absolue militaire et bureaucratique. À Odessa, c'est une sorte de république commerciale, une sorte d'Amérique qui va se constituer, dirigée par des vice-rois très libéraux. Il y aura une succession de vice-rois extrêmement libéraux, appartenant à la noblesse, à la proche de la famille impériale, mais très libéraux, beaucoup plus libéraux que tous les ministres qui se succèdent à Saint-Pétersbourg. Et Odessa va devenir, à la fin du 19e siècle, la troisième ville de l'Empire russe. À la fin du 19e siècle, c'est une ville de près d'1 million d'habitants, dont un tiers est juif. Un tiers est juif. Et le reste, ce sont toutes sortes de gens. Ce sont des Russes, ce sont des Ukrainiens, ce sont des Grecs, des Italiens à nouveau, des Français. Après avoir écrit mon livre sur Odessa, je me suis aperçu que l'un de mes meilleurs amis, en réalité, descendait d'une famille de Français qui avaient vécu à Odessa jusqu'à la Révolution d'octobre en 1917. Je m'en suis aperçu seulement après coup, parce qu'il m'a dit « Comment tu écris un livre sur Odessa ?» Mais tu as écrit un livre sur Odessa, mais Odessa, c'est la ville de ma famille. Bon, il faut savoir l'importance d'Odessa dans l'histoire de la Russie moderne. Toute la Russie moderne est pratiquement née ou s'est développée autour d'Odessa. Le nombre de grands écrivains russes qui ont vécu à Odessa ou qui sont nés à Odessa, une liste extrêmement importante. Michel, oui. Je m'excuse de vous Oui. interrompre. J'ai l'impression que vous êtes en train de commencer à parler de Odessa maintenant. Or, je crois que j'ai oublié de vous dire, en général, nos conférences, elles durent 1 heure. Et tout le monde continue à vous suivre, on est 100 personnes, et c'est passionnant. Bon. Mais je me demande aussi si ce ne serait pas une bonne idée de poursuivre tout simplement cet exposé en une deuxième conférence dans un second temps. Si vous voulez. Je suis un petit peu… c'est très dur pour moi de vous interrompre parce que c'est vraiment très intéressant. Si vous me laissez vous me laissez continuer sur ma lancée, évidemment, ça va faire peut-être un peu plus longtemps que prévu, mais je crois nous pouvons en avoir pour une vingtaine de minutes, une demi-heure. Maintenant, si vous préférez faire… je serais très heureux. Je pense que c'est une meilleure idée de faire une deuxième avec grand plaisir. Et à ce moment-là, d'arriver à la situation actuelle au monde moderne où vous nous avez dit d'une part, ma foi, l'Ukraine, elle a vraiment les yeux tournés vers l'Occident, mais d'un autre côté, il y a aussi la Russie et c'est un peu complexe, donc on comprend l'antagonisme, etc. On est encore sur notre fin, je dois dire, hein, on n'a pas entendu… Alors, si vous voulez, avec plaisir. Oui, c'est possible, parce que je vois que tout le monde veut vous écouter, mais je ne crois pas que ce soit raisonnable de poursuivre encore. Alors, Michel, oui. Regardez, ça fait 1h30 qu'on vous écoute de façon passionnante. Est-ce que vous voulez finir en 2-3 minutes peut-être le sujet, et puis Odessa, on laisse vraiment le sujet d'Odessa pour la prochaine conférence. Tout à fait, tout à fait. Alors, si vous voulez, je vais dire ceci, c'est que l'Ukraine va connaître une histoire extrêmement complexe et mouvementée au XXe siècle. La désintégration de l'empire des Tsars va avoir énormément de conséquences sur la région. Dans un premier temps, toute l'Ukraine actuelle va être occupée par les Allemands et les Autrichiens. C'est ce qu'on appelle la paix de Brest-Litovsk. Vous savez qu'en janvier 1918,
les Allemands et les Autrichiens ont pratiquement gagné la Première Guerre mondiale. Ils l'ont gagné, ils ont vaincu la Russie qui est devenue bolchevique, décide de leur abandonner des territoires absolument immenses, et il s'en faut de peu que l'Allemagne et l'Autriche ne gagnent cette guerre. Et vous savez pourquoi ils vont perdre cette guerre? Ben, ils vont perdre cette guerre, j'allais dire à cause du Covid, mais ils vont perdre cette guerre à cause de la grippe connue sous le nom de grippe espagnole, une pandémie qui a des ressemblances avec ce que nous connaissons aujourd'hui. La principale différence étant qu'aujourd'hui, nous avons des moyens médicaux et pharmaceutiques très importants pour lutter contre la pandémie, alors qu'il n'y en avait aucun au moment entre 1916 et 1920, au moment où il y a la fameuse grippe espagnole. C'est cette grippe qui va totalement casser l'armée allemande et autrichienne au moment où elle a vaincu la Russie et au moment où elle pourrait se retourner contre le front français et gagner la guerre aussi contre la France, l'Angleterre et l'Amérique. L'Ukraine, c'est un champ de bataille à ce moment-là. C'est un champ de bataille entre tout le monde. C'est un champ de bataille entre les Polonais qui veulent reconstituer la Grande Pologne, les bolcheviks qui veulent, bien entendu, reconstituer l'Empire russe à leur profit, au profit de la Révolution, les Russes blancs qui espèrent reconstituer l'Empire des Tsars et détruire les bolcheviks. Il y a aussi, au milieu de tout ça, des Ukrainiens qui rêvent d'indépendance nationale, qui proclament une république ukrainienne. Il y a des anarchistes ukrainiens qui tentent de faire une autre révolution, une révolution différente de la révolution bolchevique. L'un dans l'autre, ce qui se passe, c'est que l'ancienne Ukraine autrichienne passe sous le contrôle des Polonais. Les nationalistes ukrainiens ont gardé la nostalgie de l'Autriche et du monde germanique et vont se rapprocher de l'Allemagne et, à partir de 1933, de l'Allemagne nazie. Et quant au reste de l'Ukraine, le reste de l'Ukraine passe sous le contrôle des Soviétiques. En 1945, Staline réunifie l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait, il conquiert l'ancienne Ukraine polonaise, l'ancienne Ukraine tchécoslovaque, et il crée un espèce de grand pays ukrainien, une république soviétique d'Ukraine, à laquelle on rattachera la Crimée quelques années plus tard. C'est l'Ukraine que nous connaissons aujourd'hui. Cette Ukraine-là devient indépendante pratiquement par hasard en 1991 lors de la désintégration, l'implosion de l'Union soviétique. Et il faut dire que pendant très longtemps, on ne sait pas très bien où se situe l'Ukraine. On sait que dans l'Ukraine de l'Ouest, l'ex-Ukraine autrichienne ou polonaise, il y a un nationalisme très, très vif. On sait moins ce qui se passe dans le reste de l'Ukraine. En définitive, la crise actuelle nous révèle que parfois, vous avez des peuples qui ne semblent pas avoir de réalité géopolitique immédiate, mais qui en acquièrent une à travers une guerre, à travers des événements révolutionnaires, par exemple. Il semble que ce soit le cas aujourd'hui. L'Ukraine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est un des grands épicentres de la Shoah. Entre l'Ukraine de l'Ouest ex-polonaise et l'Ukraine soviétique occupée par les Allemands, l'un dans l'autre, on considère qu'il y a environ 2 millions de Juifs qui sont exterminés, qui sont assassinés dans cette région. Vous avez tous entendu parler du massacre de Babi Yar à Kiev. Kiev, les Allemands, en 2 jours, assassinent 35 000 Juifs dans les ravins de Babi Yar, à quelques kilomètres de la ville.
mais dans le reste de l'Ukraine, les massacres se succèdent partout. C'est la terre d'élection de ceux qu'on appelle les Einsatzgruppen, ces corps spécialisés d'assassins nazis qui s'installent, qui rassemblent les Juifs et qui les tuent comme ça par balle. Il y a un homme dont vous avez certainement entendu parler, le père Patrick Desbois, un prêtre catholique qui s'est beaucoup intéressé à toute cette région parce qu'il avait été élevé par un grand-père qui lui-même avait été prisonnier de guerre dans la région et qui lui avait raconté, il avait été témoin oculaire du massacre des Juifs. Et donc le père Desbois a fait une œuvre extraordinaire pour reconstituer pratiquement toute la géographie, toute la topographie de la Shoah par balle. C'est lui qui a rendu pratiquement, qui a imposé le terme de Shoah par balle et qui a prouvé que le vrai chiffre de la Shoah, ce n'est pas 6 millions de Juifs assassinés, mais probablement 7 millions de Juifs assassinés, une fois qu'on prend la mesure des massacres de Juifs en Ukraine. Malheureusement, il y aura eu beaucoup d'Ukrainiens qui ont été partisans de l'Allemagne, qui ont aidé la Shoah sur le territoire ukrainien. Il y aura eu aussi des Ukrainiens qui se sont battus dans l'armée rouge et qui ont libéré l'Ukraine, donc sauvé les Juifs. Il y aura eu des Ukrainiens qui sont devenus des justes dans des nations, qui ont sauvé au péril de leur vie des familles juives en Ukraine. Tout cela a existé à la fois. Et il y a quelque chose d'un peu, évidemment, troublant dans le fait qu'aujourd'hui, le président de l'Ukraine indépendante qui se bat contre la Russie se trouve être un juif. Zelensky est un juif qui n'a jamais caché son judaïsme et qui, de toute manière, dans cette région du monde, vous avez une goutte de sang juif, tout le monde vous regarde comme un juif. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous avons cette situation. Je ne vais pas épiloguer sur la situation géopolitique actuelle qui est très complexe et très mouvante, mais on pense qu'il y avait, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, plus d'1 million de Juifs en Ukraine. Sur ce million de Juifs ukrainiens, peut-être les 2/3 ont gagné soit Israël, soit les pays occidentaux. Il reste au moins 1/3 des Juifs ukrainiens en Ukraine. Beaucoup de ces Juifs étaient très éloignés du judaïsme et étaient dans un processus de retour au judaïsme. Il y a un travail considérable, notamment effectué par Chabad, mais également par d'autres organisations juives dans la région pour ramener des descendants de juifs au judaïsme. Donc, ça reste une région extrêmement importante pour l'histoire globale du peuple juif. Donc, si vous voulez bien, nous nous retrouverons pour faire une sorte de zoom, sans vouloir faire de jeu de mots, sur Odessa au 19e siècle et au 20e siècle. Merci beaucoup, Michel. C'était vraiment formidable. Et bien sûr, on fait une prochaine, on va fixer une date pour continuer. On va fixer une date, tout à fait. Tout le monde attend. Voilà. Toda Rabba, merci. Merci.